Cet homme s'appelle Francisco Arce Montes. Le 14 avril 2001, il est arrêté aux États-Unis pour le viol et le meurtre de Caroline Dickinson. Il aura fallu 5 ans aux enquêteurs pour retrouver cet assassin. 5 ans au cours desquels ils ont traqué une ombre. L'affaire débute le 18 juillet 1996 en France. Une jeune Britannique de 13 ans et demi a été découverte morte dans sa chambre à l'auberge de jeunesse de Plaine-Fougère, dans la région de Rennes, où elle se trouvait en vacances. Elle a été violée et vraisemblablement étouffée. Une conférence de presse est prévue dans la journée par le juge d'instruction de Saint-Malo. Elle permettra sans doute d'en savoir plus sur les circonstances de ce viol et de ce meurtre, qui demeurent pour l'heure bien mystérieux. Ça s'est passé la nuit, sans témoin. Bon. Et le violeur et le meurtrier est parti. Comment est-ce possible? Dans l'auberge qui affiche complet ce soir-là, personne n'aurait rien vu, rien entendu. Les 4 camarades de classe de Caroline qui dormaient dans sa chambre n'ont pas été réveillés. Et l'assassin est reparti aussi discrètement, aussi sereinement qu'il est arrivé. Alors il y a un signe, une espèce de signature même, qu'il a laissé, que l'agresseur a laissé sur place. Hein. Il y a une signature et un objet. La signature, elle est corporelle, hein. Bon, c'est une agression sexuelle, donc on retrouve du sperme sur le corps de la victime. Et puis, il y a un morceau de coton qui est sur le sol de la chambre, à côté du cadavre. Mais c'est à peu près tout. Caroline Dickinson avait 13 ans. Elle participait avec sa classe à un voyage de découverte en Bretagne. Il y a une personne qui entre dans l'auberge à 4 heures du matin, puisqu'il y a une enseignante qui entend des pas sur les gravillons et qui entend la personne repartir vers 4h50. Et donc là, elle regarde par la fenêtre et elle voit un homme de dos. Ce sont des adolescentes qui ont entre 13 et 15 ans, qui avaient des journées bien remplies dans le cadre de leurs vacances, qui doivent donc avoir un sommeil profond. Cet individu a peut-être vu ces personnes, mais je pense que ce type d'individu, dans ce genre de circonstances, à partir du moment, si j'ose dire, où il a découvert sa proie, rien ne peut l'arrêter. Une fois que c'est parti, c'est malheureusement parti. L'assassinat s'est donc fait en présence des 4 autres jeunes filles. Tout le laisse à penser. La dernière lettre que Caroline écrit la veille de sa mort à son père ne livre aucune information aux enquêteurs. Elle ne mentionne aucune rencontre suspecte, aucun flirt, aucun incident. C'est vraiment très bien ici, disait-elle. On est parti sur 5 hypothèses. Celle du jeu de rôle qui tourne mal au sein du groupe. Le rendez-vous amoureux qui tourne mal. On sait que le groupe avait été en place depuis quelques jours et avait pu lier certaines amitiés avec des jeunes du secteur de Plaine-Fougère. Le rôdeur autour des auberges, les familiers de l'auberge. Donc voilà autant d'hypothèses qui méritaient qu'on les aborde les unes après les autres et dans lesquelles on pouvait trouver potentiellement un responsable. Les gendarmes privilégient celle du rôdeur, car dans l'après-midi du meurtre, un homme avec des tatouages sur les bras a été aperçu près de l'auberge. La description de l'individu interpelle les gendarmes. Ils connaissent un homme correspondant au profil, un SDF, qu'ils ont arrêté par le passé, un homme au casier judiciaire plutôt chargé. Ils lancent un avis de recherche. Localiser Patrice Padet, 40 ans. L'individu est vêtu d'un jean et porte un sac à dos de couleur foncée. France Inter. Identification rapide, interpellation discrète et mise en examen sitôt les aveux effectués. Un homme d'une quarantaine d'années, apparemment sans domicile fixe, est aujourd'hui en prison. Les cheveux courts, blonds, une moustache, une boucle d'oreille et des tatouages sur les bras, voilà la description que fait la secrétaire de mairie du SDF meurtrier présumé de la petite Caroline. Cet homme d'une quarantaine d'années, incarcéré hier soir à la maison d'arrêt de Saint-Malo, a avoué le viol et le meurtre de la jeune Anglaise. J'allume ma radio et c'est là que j'ai entendu viol et meurtre d'une gamine de 13 ans à Plaine-Fougère. Là, je me suis dit,
automatiquement, ils vont tomber dessus. C'est clair. Bah oui. Je suis tatoué des pieds à la tête. Hein. Puis en plus, à l'époque, j'avais un petit os en manche avec une grande gueule de loup ouverte et tout. Bon, c'était repérable, mais bon, je veux dire, moi, je m'en fous, toi. Les gens, ils ont pas à me juger. Hein. Je suis comme je suis, toi. Hop, contrôle d'identité. Pas de problème, je sors mes papiers. Bah, vu que j'avais entendu le truc, je me suis dit, gendarme, une môme de 13 ans violée et tuée. Moi, je suis sur la haut de mon sac à dos, j'ai avoir le droit au contrôle. J'ai pas été surpris du tout. Et je me cachais pas, de toute façon. J'avais rien à me reprocher, je me cachais pas. Hein. C'est tout. Voilà. Lorsque je l'ai mis en examen, non pas dans mon bureau, mais pour des raisons de protection, et notamment de protection à son égard, parce que bien entendu la presse, elle, était persuadée que c'était lui, dans une caserne de gendarmerie voisine, dans mon bureau, en présence d'un avocat. Alors, un avocat commis d'office, mais c'était quand même le bâtonnier en exercice de Saint-Malo qui se trouvait être de permanence ce jour-là. Patrice Padet, auquel j'ai proposé, conformément au code de procédure pénale, soit de répondre à mes questions, soit de ne rien dire du tout, soit de faire des déclarations spontanées, m'a dit Monsieur le juge, c'est moi, je reconnais, je vous expliquerai ça plus tard, je suis fatigué, j'ai envie de dormir, mais rassurez-vous, c'est bien moi. Padet, l'ex-taulard et sa gueule de coupable, qui boit, qui fume et qui à cette époque se drogue. Sevré durant 48 heures, harcelé, en manque, il répond par oui aux questions qu'on lui pose. Je m'appelais son sac, dont un en uniforme. Bon, l'autre, il enlève sa gourmette, sa chevalière, il me fout d'énormes baffes et tout. Bon, et puis, là, ils sont là, il y en a qui dit « Ah, elle est blonde et tout, là !» L'autre, il dit « Ah bah alors, elle était couchée sur un plumard, hein !» L'autre, il dit « Hein, c'est une belle blonde !» L'autre, après, il veut dire « Elle a les beaux yeux bleus et tout, là !» On sait même plus quoi répondre, quoi, en fin de compte. C'est complètement aberrant, c'est pire que quand même, t'as la lavage de cerveau, en fin de compte. Je veux dire, n'importe quel type, il pourrait avouer n'importe quoi. De toute façon, le grand, celui-là, il a dit, on l'a, de toute façon, celui-là, on ne le lâchera pas, de toute façon, il faut que tu plonges. Et dès le départ, sans savoir si j'étais coupable ou innocent. C'est-à-dire qu'il leur fallait un coupable à tout prix. Padet fait la une, livré à la presse qui se déchaîne, qui le présente comme un monstre. Pour tous, à ce moment, l'assassin de Caroline Dickinson est sous les verrous. Il s'agit d'une enquête qui a été rondement menée, qui a fait l'objet de gros moyens dès le départ. Et donc, finalement, je me dis, ça y est, le porte-à-porte a été particulièrement efficace. On a une identification d'un auteur et que, par conséquent, donc, on est uniquement dans la dernière phase qui consiste à confirmer à charge ou à décharge éventuellement, mais à confirmer l'implication de la personne interpellée dans ce meurtre. Moi, ce que j'attendais, les résultats de l'ADN, parce que je savais que moi, ça existait. Mais là, ils ont mis 17 jours. Que maintenant, il faut juste 10 heures pour les avoir, les résultats. Padet croupit en prison. Il a avoué, et cela suffit. La baie du Mont-Saint-Michel retrouve sa quiétude. Quand la nouvelle tombe, un cataclysme pour les enquêteurs, pour la justice. Patrice Padet est libre. Il a quitté la maison d'arrêt de Ploemeur en fin d'après-midi dans la voiture de son avocat. C'est bien la science qui a sorti Patrice Padet de prison, pas les premiers résultats d'une enquête de terrain qui semblait l'accabler. Les tests génétiques l'affirment, pourtant, gendarmes et juges soutenaient que le SDF avait avoué. Quand la famille va découvrir que l'analyse génétique a démontré l'innocence du premier suspect, et quand la famille va découvrir que les aveux du premier suspect sont des aveux sans valeur, donc nécessairement des aveux extorqués, d'une manière ou d'une autre, hein, que ce soit la pression psychologique ou la pression physique, ou les deux, la famille est profondément choquée. La famille Dickinson pense rapidement que des enquêteurs qui sont capables de faire avouer un innocent, la famille Dickinson pense que ces enquêteurs-là, ils ne sont pas fiables.
et qu'il faut changer d'enquêteur. Et c'est ce que je demanderai d'ailleurs. Hein. Je demanderai qu'on remplace l'équipe, enfin, bon, à la demande de la famille. Je me rapprocherai du juge à plusieurs reprises, non seulement pour demander au juge de rencontrer la famille pour faire le point. Alors le juge dira oui dans un premier temps, et puis après, de moins en moins, oui, et finalement non. Bon. Et puis je demanderai également que les gendarmes soient remplacés par d'autres enquêteurs. À la demande des parents Dickinson, la Cour d'appel de Rennes a donc décidé d'employer les grands moyens. Elle retire le dossier au juge Zog, qui menait l'instruction depuis 1 an. L'enquête sera désormais menée par le conseiller Van Ruymbeck, juge habitué aux dossiers sensibles. Depuis 1 an, les parents de Caroline multiplient les conférences de presse. Journaux et télé relaient leur désarroi. Face aux erreurs des enquêteurs qui piétinent, l'affaire prend une tournure politique. Les relations entre les autorités britanniques et françaises se tendent. Pourquoi, alors qu'elle dispose de l'empreinte ADN du meurtrier, la justice française ne procède-t-elle pas à des tests sur tous les habitants de la région? Puisque le meurtre a eu lieu à Plaine Fougère, à l'intérieur de l'auberge de jeunesse. Et donc, on peut penser que celui qui a commis le meurtre connaissait les lieux. Donc, on peut penser que c'est peut-être, en réalité, ce n'était pas le cas d'ailleurs, mais on pouvait légitimement se dire, une des hypothèses sérieuses, c'est que c'est un type du coin. Bon, donc la famille Dickinson me dit, bien, pourquoi ne fait-on pas comme on fait chez nous? La police anglaise, dans une affaire pareille, à l'époque, procédait à des tests génétiques systématiques de toute la population d'une localité. Cette technique, les Britanniques l'ont utilisée quelques mois avant le meurtre de Caroline Dickinson. Pour résoudre une autre affaire, le meurtre de Céline Figard, une jeune Française violée et étranglée par un chauffeur routier près de Londres. Contrairement aux Français, les Anglais disposent déjà d'un fichier d'empreintes génétiques. Ils ont testé plusieurs milliers de chauffeurs, ils ont comparé les ADN des suspects avec ceux inscrits dans leur fichier. Une affaire élucidée en quelques mois. Alors évidemment, les médias anglais n'arrêtaient pas d'évoquer notamment cette affaire-là, et puis de comparer, et de dire, bah, écoutez, regardez, hein, la police française, elle n'est pas au niveau de notre police, et au-delà, certains médias n'hésitaient pas à dire que c'était volontaire. La victime était anglaise, donc ça n'avait pas d'importance, donc on faisait le minimum pour retrouver le meurtrier. Et les articles sont d'une rare violence. Ils s'adouciront lorsque la justice française accédera à la demande des parents de Caroline. Tester la population masculine de Plaine Fougère. Nous sommes très satisfaits que la Cour d'appel ait décidé de reprendre l'affaire en main. Satisfait aussi qu'elle nous accorde les méthodes d'enquête que nous avions demandées avec notre avocat. Dans la région de Nîmes notamment, je sais que ces tests génétiques systématiques ont permis d'identifier un violeur. Cette affaire prenait une mauvaise tournure. On crève l'abcès, on fait cette mesure, et puis on va voir est-ce qu'on peut retrouver cet auteur qui a échappé aux enquêteurs au début. Il faut y aller, on ira, puis c'est tout. En espérant qu'il n'y a pas d'erreur dans les tests, c'est tout. C'est vrai, tout le monde aimerait bien savoir ce que c'est quand même. Si c'est quelqu'un du coin ou... Ouais. On soupçonne tout le monde dans ce genre de truc-là. Très difficile. Je sais pas, moi je pense qu'il faut absolument que ça soit trouvé, on ne va pas laisser des gars comme ça en liberté. Mais c'était destiné à relancer le dossier, hein. Je n'y croyais pas spécialement pour ma part. Hein. Je pensais pas que le meurtrier était nécessairement de Plaine Fougère, et je ne croyais pas que ces examens systématiques à Plaine Fougère allaient automatiquement nous permettre de trouver le coupable. Il fallait relancer l'enquête, ça a permis de la relancer. L'idée sera un peu de trouver le coupable par élimination, quitte à le chercher ensuite ailleurs. À partir d'un simple cheveu, les gendarmes en compareront l'ADN à celui du violeur prélevé sur la victime. On a quand même la preuve absolue, c'est-à-dire on a l'ADN de l'auteur. Mais tout le problème, c'est de mettre un nom sur cette signature. Voilà. C'est pas facile parce que reprendre un dossier 1 an après, les témoins commencent à perdre la mémoire, on ne peut plus recueillir d'indices. C'est extrêmement difficile. Hein. C'était... Je dirais pas un coup de poker, mais je peux vous dire, c'était loin d'être gagné d'avance. Alors, c'est toujours été mon angoisse dans ce dossier, c'est de me dire, bon, on va mettre les moyens qu'il faut, on va travailler à fond sur ce dossier, on va essayer de remettre un peu d'écart tout ça, mais quelle chance a-t-on de retrouver l'auteur? Il faut faire travailler son cerveau, hein. C'est vraiment, là c'est Sherlock Holmes en quelque sorte, hein. C'est forcément
intellectuelle. L'enquête, elle ne peut être que profondément intellectuelle. Bon. Et cette enquête-là est une enquête dans une affaire de cette nature-là, où on a un cadavre, mais au fond rien d'autre qu'un cadavre, et une signature génétique qui est inexploitable dans un premier temps. Donc dans une affaire comme celle-là, ben, il faut, avant de lancer les enquêteurs à droite, à gauche, avant de procéder à des tests, avant de procéder à des vérifications, il faut essayer d'imaginer, à partir du peu d'éléments qu'on a, qui pourrait être le meurtrier. Pendant tout ce temps, que fait Francisco Arce Montes? Le matin du meurtre, il quitte tranquillement Pleine Fougère sans être inquiété. Il se rend à Cherbourg. De là, il embarque pour l'Angleterre. Le 20 juillet, il apprend par la radio que Caroline Dickinson est morte. Il vide alors son compte en banque, reprend le bateau, traverse la France et gagne l'Espagne, son pays natal. De son côté, Renaud van Runebeck change de méthode. Il confie le dossier à un psychologue qui se rend sur les lieux du crime et dresse le profil du tueur. Il faut avoir une certaine habitude pour commettre ce type d'infraction, de ce genre de périple, puisque la chambre est extrêmement exiguë. Vous pouvez toucher quasiment presque tous les murs quand vous êtes relativement grand, ce qui veut dire que vraiment il est capable de faire ça dans un climat extrêmement confiné. Caroline Dickinson n'y dort pas seule, il y a d'autres jeunes filles qui dorment à côté, d'autres préadolescentes, et Caroline Dickinson est la seule qui par contre dort à terre. Et c'est peut-être ce qui va faire que l'agresseur va la choisir à elle, parce qu'elle est plus facile d'accès en quelque sorte et plus facile à agresser. Donc c'est à peu près, c'est très probable, puisque les autres, c'est plus compliqué, donc pour les agresser, elles sont sur les lits superposés. Et puis, très vite, on sent qu'on a affaire à quelqu'un qui est capable d'être excité pour pouvoir l'agresser sexuellement dans ce climat où à tout moment quelqu'un peut se réveiller, le dénoncer ou poursuivre ou témoigner contre lui. Donc ça veut dire que c'est un prédateur sexuel et donc ça veut dire que derrière il y a sûrement une trajectoire d'infracteur sexuel. Montes est bien un délinquant sexuel qui a déjà sévi par le passé, en Allemagne notamment. Mais ça, les enquêteurs l'ignorent encore. C'est à partir de là où je crois qu'on rentre dans une logique qui nous oblige à nous pencher sérieusement sur les faits de même nature ayant été commis dans les auberges de jeunesse. L'intuition est bonne, car la nuit même du meurtre, une autre jeune fille avait été sexuellement agressée à 50 km seulement de Pleine Fougère, ici, dans l'auberge de jeunesse de Saint-Lunaire. Et les points communs sont très troublants. Les jeunes filles avaient le même âge, elles venaient d'Irlande, elles étaient en voyage scolaire. Mais étrangement, les premiers enquêteurs feront l'impasse sur l'agression de Saint-Lunaire. Lorsqu'ils découvrent cet élément dans le dossier 1 an après les faits, le juge van Runebeck est persuadé que les deux meurtres sont liés. Moi, je suis arrivé assez vite à la conclusion, sans être certain, parce que je me méfiais toujours des a priori. Et c'est la vraie difficulté dans ces dossiers, c'est qu'il faut toujours avoir l'esprit large. Mais j'avais quand même le sentiment que c'était le même auteur qui avait agi sur les deux sites. Donc ça modifie la donne, parce que c'était plus un local qui traînait par là et qui a repéré par hasard un groupe de jeunes Anglaises à ce moment-là. Ça devenait plus quelqu'un qui tournait sur des auberges, en tout cas sur deux auberges qui n'étaient pas très éloignées l'une de l'autre. J'avais étudié aussi les horaires déclarés par les jeunes filles, et ça collait parfaitement à un témoignage près. C'est-à-dire qu'on avait un auteur qui était venu d'abord à Pleine Fougère, qui avait traîné jusqu'à minuit, 1h, et puis les jeunes filles faisaient la fête, elles se couchaient pas, enfin c'était un peu le bazar. Donc de guerre lasse, il est parti à Saint-Lunaire, et là il a commencé une agression sur Kate Riley. Et on avait là, je me souviens des témoignages de mémoire, notamment Jenna Ellis, on avait des jeunes filles qui là s'étaient réveillées, qui l'avaient entendu, et qui l'avaient interpellé, qui l'avaient appelé, qui avaient allumé la lumière. Et là, l'auteur s'en va, il commence à appuyer, on voit la scène en lisant les déclarations des jeunes filles, il est à genoux près de Kate Riley,
Et là, il entend les autres qui se réveillent, donc il se lève, il s'en va. Il est entre 2 et 3 heures du matin, et la scène du meurtre de Caroline Dickinson se passe, elle, à 4h, 4h30 du matin. Donc, on voit qu'il est monté en puissance, en quelque sorte. Il n'est toujours pas parvenu à ses fins, mais là, il revient au point de départ. Donc, vous voyez, en étudiant le dossier, j'arrivais à me faire une idée de l'auteur. Donc, on n'était plus sur quelqu'un d'un peu simplet du secteur qui aurait comme ça fait un acte purement ponctuel, mais sur quelqu'un qui avait déjà repéré quand même deux sites, quelqu'un qui était beaucoup plus organisé. Le rapprochement des deux affaires permet aux enquêteurs de se faire enfin une idée de l'homme qu'ils recherchent. Ce sont les témoignages de 2 jeunes filles et d'un animateur qui ont permis d'établir ce portrait robot. Le juge Zog, à l'époque, les avait mis de côté. 18 mois plus tard, c'est cette piste que privilégie le conseiller Van Ruynbeek. John Dickinson s'est déplacé pour prendre connaissance de ce portrait robot et lancer un appel à la coopération des Bretons. Nous sommes vraiment enthousiasmés. C'est la meilleure piste que nous ayons depuis longtemps. Le portrait est excellent. Lorsque les gens le verront, il y aura sûrement quelqu'un pour reconnaître cet homme. De son côté, le journal anglais Le Sun propose 100 000 francs de récompense pour tout témoignage permettant d'arrêter le meurtrier de Caroline. Jamais avare de sensationnalisme, le quotidien populaire va même plus loin, en placardant 2000 affiches dans toute la Bretagne. Le portrait est largement diffusé. Les gendarmes reçoivent des centaines d'appels. Chaque témoignage est vérifié. Parallèlement, le juge oriente son enquête sur des personnes déjà connues pour délinquance sexuelle. L'angoisse qu'il y avait, c'est qu'il recommence. Donc, on a aussi travaillé là sur les personnes qui étaient détenues, qui auraient pu être relâchées avant les faits, incarcérées après, donc les maisons d'arrêt. On a travaillé sur les tribunaux, les personnes condamnées. On a travaillé sur les hôpitaux psychiatriques, puisque le psychiatre m'avait aiguillé aussi en me disant « c'est quelqu'un qui peut faire des courts séjours en hôpital psychiatrique ». Il y avait aussi des choses sans fin. Bon, il y a des polders qui sont à 5-6 km. Il y a des saisonniers l'été, donc il a fallu aller dans chaque ferme, leur demander la liste des gens qui travaillaient, y compris ceux qui n'étaient pas déclarés, les rassurer, et puis là, se faire communiquer les identités, voir où ces gens habitaient, est-ce qu'ils avaient un passé, etc. Donc là aussi, ça a été... Je leur ai mis une certaine pression, je dois dire. Cette recherche va permettre aux enquêteurs d'établir une première liste de suspects. Fin 97, le juge demande que lui soient également transmis tous les incidents survenus dans des auberges de jeunesse en France les années précédentes. Intrusion, attentat à la pudeur, agression sexuelle. Dès lors, des centaines de faits sont portés à la connaissance des enquêteurs. Vous avez des spécialistes en gendarmerie, vous avez les anacrimes, donc ils font de l'analyse criminelle. Et eux, donc, avec tous les renseignements qu'on leur donne, ils nous sortent des noms, ils travaillent sur l'environnement, et vous avez l'enquêteur qui, lui, se déplace, part avec les différentes fiches, soit sur le département, s'il y avait le département 35, ou alors sur le territoire national. On avait également des noms en Angleterre, en Allemagne, en Hollande. Tout ça a été traité, c'est des gens qui ont été prélevés. On a retravaillé sur des dossiers où la personne mise en cause pouvait être décédée. Il a fallu parfois les relocaliser, donc avec un certain nombre de difficultés pour les relocaliser. Et une fois qu'elles étaient relocalisées, donc elles étaient réentendues, prélevées. On a traité 9500 dossiers, les dossiers d'environnement. Il y a eu 3500 prélèvements. La procédure, je ne sais pas combien de kilos de papier. Dans cette pièce, vous avez tout le mur là qui est jusqu'au plafond. C'est énorme. On n'a pas une obligation de résultat, on peut pas, mais au moins on a tout fait pour. Voilà. Et je trouve personnellement, de l'expérience que je retire par rapport à plein d'autres affaires que j'ai eues dans d'autres domaines, même si on ne l'avait pas trouvé,
je me disais, c'est quand même le type d'affaires dans lesquelles il faut mettre des moyens. Parce que si on n'est pas capable de mettre des moyens sur des viols ou des meurtres d'enfants dans nos sociétés, alors qu'on a des moyens, il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Des moyens jamais encore utilisés en France pour retrouver un homme. Des listes interminables de suspects, tous passés au crible du prélèvement génétique, les uns après les autres, innocentés par l'ADN, rayés des listes. La constitution d'une cellule composée de 10 gendarmes. Durant 5 ans, ils enquêteront à temps plein sur l'affaire. Fin 98, la liste classée par Renaud Van Ruynbeck, commission rogatoire auberge de jeunesse, intéresse plus spécifiquement les enquêteurs. Au départ, elle comportait 205 noms, mais mois après mois, elle aussi s'amenuise. Une soixantaine de personnes font encore l'objet de recherches de la part des enquêteurs, soit en qualité de témoins, donc pour effectivement peut-être nous apporter des éléments que nous n'avons pas actuellement sur ce qui se passait exactement sur Plaine Fougère à l'époque des faits, ou dans l'environnement de Plaine Fougère, soit effectivement des individus qui nous intéressent pour différentes raisons. Et ma hantise, c'est qu'ils ne soient pas dans les 80 ou 70 qui restaient en recherche. Alors je sais bien, l'espoir fait vivre, mais 70 sur 3000 au départ, les chances s'amenuisent. Mais en même temps, alors on se dit toujours, bon, alors, de toute façon, on se doutait que ça serait pas dans ceux qui viendraient spontanément se présenter avec une carte d'identité qu'on le repérerait. Donc il fallait un écrémage. Bon, on arrive à la fin de l'entonnoir, mais en même temps, c'est l'épreuve de vérité, parce que là, s'il n'est pas dedans, c'est qu'il n'était pas dans les 3000 au départ. Francisco Arce Montes est sur la liste. Parce qu'en 1994, il s'était introduit dans une chambre où dormaient des adolescentes. C'était dans la région de Tours. Surpris par un éducateur, arrêté, il est interrogé par les gendarmes puis relâché. Montes, un nom parmi d'autres moins intéressants que beaucoup d'autres. Le problème d'Arce Montes, quand j'ai vu son nom, il avait attiré l'attention pour qu'on aille jusqu'à faire un procès verbal du côté de Tours. Là. Mais en même temps, il était propre sur lui. Et en plus, je me souviens d'une petite voiture qu'il avait, devait être une voiture blanche, qu'il avait, qui était immatriculée en Hollande. Or nous, on a un agresseur qui a les cheveux longs, qui est crade, qui est, vous voyez, qui est décrit comme plutôt quelqu'un qui traîne les rues que quelqu'un qui est propre comme ça sur lui. Et puis on nous parle d'une camionnette, à Vannes, à Little Vannes, elle disait, Laura Davec a vu la camionnette. Bon, donc son véhicule, c'était pas une camionnette. Et puis les vérifications qu'on avait faites en Hollande disaient qu'il était parfaitement bien connu et qu'il avait effectivement une voiture immatriculée en Hollande. Bon, en plus, on le voit passer quand même à 300 km de là. Bon, et finalement, il rentre dans notre liste uniquement parce que ce jour-là, 2 ans avant, il a été repéré dans une auberge à 300 km de là. Donc, vous voyez, j'avais pas le look ne correspondait pas et j'avais pas d'attache locale. Donc, sur mes critères, par contre, on a su qu'il avait des affaires de mœurs antérieurement. Donc, ce qui expliquait d'ailleurs qu'il s'intéresse à des jeunes Irlandaises. C'était pas innocent son truc. Bon, mais il y avait du pour et du contre. Et je peux vous dire que dans cette enquête, j'en ai au moins eu 7 ou 8 qui étaient costauds, qui avaient ce look, qui tournaient sur les auberges et qui étaient connus pour mœurs. On les appelait les rouges foncés, parce que les rouges étaient... Les gendarmes les avaient appelés comme ça. Les rouges, c'était vraiment ceux qui étaient très intéressants sur nos listes. Bon, et parmi les rouges, vous aviez des rouges foncés. Alors les rouges foncés, c'était ceux qui potentiellement répondaient à un maximum de critères. Alors c'était assez inquiétant parce que quand on voit des enquêtes comme ça, on se dit mais il y a 50 ans, peut-être même pas il y a 50 ans d'ailleurs, ces gens-là auraient pu se faire condamner aux assises sur des présomptions, parce qu'il y avait des présomptions et même lourdes pour certains. Mais là, à chaque fois, l'ADN, c'est pas lui. Donc c'est là que l'ADN, moi, m'est apparu comme un facteur capital. C'est la preuve absolue. Mais c'est aussi la preuve de la non-culpabilité de quelqu'un. C'est-à-dire que c'est quand même ce qui va prouver que quelqu'un qui va dire non, j'y étais pas, qui est innocent, va pouvoir l'établir. Alors, normalement, c'est pas à lui de l'établir. Donc, c'est une révolution, quelque part.
Lorsque je rendrai le dossier, moi, en juillet 2000, sur les 63 individus mis en cause dans des procédures d'intrusion dans des établissements de cette nature, il y en aura 61 qui auront été entendus et écartés. Donc il ne restera, lorsque je quitterai donc le 16 juillet 2000, que 2 personnes qui n'ont pas encore fait l'objet d'audition et de prélèvement. Un individu plus Francisco Arce Montes. Il n'y avait pas de fichier à l'époque. Il n'y avait pas de fichier. Hein, s'il y avait eu un fichier, peut-être que Arce Montes, quand il avait été contrôlé à Tours 2 ans avant, il aurait été fiché quelque part. Et si on l'avait eu dans le fichier, il suffisait de comparer l'ADN trouvé sur place avec ce fichier, et on aurait tout de suite vu que c'était lui. Hein, mais à l'époque, on n'avait pas de fichier, et il y avait beaucoup de réticences pour créer un fichier. Hein, je pense que cette affaire, comme l'affaire Guy Georges, ont contribué à l'évolution des mentalités, et finalement à permettre la constitution progressive d'un véritable fichier. À la différence des Britanniques, les enquêteurs français ne disposent pas à l'époque d'un fichier national d'empreintes génétiques, des registres sur lesquels figure l'ADN prélevé sur toute personne impliquée dans un crime ou un délit, des signatures génétiques conservées dans les ordinateurs de la police. 2 ans et demi après le meurtre, l'assassin de Caroline Dickinson est toujours dans la nature. Début 99, les enquêteurs n'ont toujours pas identifié l'empreinte génétique laissée par le meurtrier. En France, on oublie peu à peu l'histoire. En Angleterre, l'affaire suscite toujours autant d'intérêt de la part des médias et du public. 2 diplomates de l'ambassade de Grande-Bretagne étaient d'ailleurs présents aujourd'hui à Rennes pour témoigner leur soutien à la famille Dickinson. On ne s'est pas fixé des délais, ça ne se situe pas comme ça. On essaye de faire en sorte d'arriver jusqu'au bout de cette enquête. Au bout de cette enquête, c'est l'interpellation, l'arrestation de l'auteur. Bref, les enquêteurs affichent leur optimisme, une conviction partagée par le père de Caroline, qui ce matin a une nouvelle fois rencontré le juge Van Ruymbeck. Beaucoup de meurtres sont élucidés bien des années après avoir été commis. On a les tests ADN qui sont cruciaux, on a le portrait robot. Avec tout cela et l'aide de la population française, nous pourrons l'attraper. Arce Montes, un nom sans visage, une ombre qui rôde. Les enquêteurs savent qu'il est espagnol. Ils demandent alors aux inspecteurs d'Interpol de leur fournir les renseignements qu'ils pourraient éventuellement détenir sur cet homme. Cette affaire aurait pu et aurait dû être résolue beaucoup plus tôt si la coopération policière européenne fonctionnait. L'arrêt de la Cour d'appel, c'est août 97, hein, sauf erreur de ma part, le meurtre est de 96, c'est cela. Dès septembre 97 ou octobre 97, Francisco Javier Arce Montes fait partie de la liste des suspects. Bon, c'est un Espagnol dont on sait par ses déclarations lorsqu'il avait été arrêté 1 ou 2 ans plus tôt en Touraine, dont on savait qu'il avait vécu en Angleterre. Monsieur Van Ruymbeck immédiatement demande la coopération de la police de Londres, Scotland Yard, et de la police espagnole, pour qu'on lui dise s'il y a des choses intéressantes à savoir sur cet individu. Et bien ça ne va pas fonctionner. On le cherchait, nous. Parmi d'autres, on le cherche, on le diffuse, et on leur demande en Espagne, parce qu'il est en Espagne, et ça c'était le bon réflexe des gendarmes, de dire il faut demander à la commune de naissance s'il est connu ou pas. Parce que là, au moins, on aura son pédigré. Bon, on le demande, ça passe par Interpol, ils nous répondent non, il n'est pas connu. Je crois qu'ils vont mettre du temps à vous répondre, hein. C'est long la réponse. Oh là là, oui, c'est long. Il a fallu la relancer. Enfin bon, de toute façon, pour avoir cette réponse-là, je vais vous dire, il pouvait nous la donner tout de suite. Inconnu en Espagne, la réponse est sidérante. Car en août 1997, Arce Montes était sous contrôle judiciaire dans son pays, accusé de viol. On aurait aimé une réponse rapide et nous dire « oui, il est connu, il a été arrêté à tel endroit pour tel fait ». Et là, on envoyait une équipe d'enquêteurs sur place, parce que là, il devenait potentiellement intéressant, puisqu'il recommençait 1 an après. Et puis là, peut-être qu'on aurait pu retrouver son ADN beaucoup plus vite. Et là aussi, en supposant, si on avait un fichier ADN dans chaque pays, s'il avait été, comme ça existait en Angleterre à l'époque, mais ça n'existait manifestement pas en Espagne comme en France, c'est là qu'on voit qu'on était vraiment dans l'amateurisme total. S'il y avait eu un fichier, il aurait été dedans, on aurait comparé l'ADN, on aurait tout de suite vu que c'était lui. Et l'affaire, elle était réglée. Et il a raison, monsieur Dickinson, quand il dit « ne faites pas qu'un fichier en France, pensez au fichier européen ». Alors là,
si vous parlez de fichiers européens, là, on vous catalogue. Bon. En résumé, inconnu en Espagne, mais il a eu des problèmes, notamment en Allemagne, où il a purgé de la prison pour des faits d'agression sexuelle. Inconnu en Espagne. C'est proprement ahurissant qu'il y a eu cette réponse. Pourquoi? Parce qu'on a su plus tard, à la suite de l'arrestation en Floride d'Arce Montes, qu'un an, presque jour pour jour, après le meurtre de Caroline Dickinson, en Espagne, il a tenté d'agresser sous la menace d'un couteau, il a tenté de violer sous la menace d'un couteau une jeune fille, qu'il a été arrêté, qu'il a été plusieurs mois en prison, et que finalement il ne s'est pas présenté à son procès, et qu'il est dans la nature. Et on répond à la justice française, on ne le connaît pas. Bon, c'est un dysfonctionnement majeur. En tout cas, ça montre bien quelque chose que j'ai toujours dit, c'est qu'en matière judiciaire, dès qu'on franchit les frontières, c'est le système D. C'est le coup de chance, on n'a pas les outils nécessaires. C'est bien la preuve qu'Interpol, il faut qu'ils aillent plus loin. Qu'est-ce qu'ils disent, là, Interpol, face à ça? Ils peuvent que reconnaître leur erreur. S'ils en sont encore à dire non, on travaille très bien, bon, ils n'ont rien compris. Mais qu'ils fassent leur autocritique, qu'ils aillent voir pourquoi, dans un cas comme ça n'a pas fonctionné. Et qu'ils le disent, qu'ils jouent la transparence. Et qu'ils le disent. Après tout, l'erreur est humaine. Il y a peut-être... Mais voilà. Donc, vous me demandez s'ils nous ont aidés. Ben non, là, les Espagnols... Alors, je ne dis pas que c'est la faute des Espagnols. Il y a Interpol en Espagne. Pourquoi ne nous informe-t-il pas que l'auteur est interpellé pour viol? Il a été arrêté, en prison. Et on ne le sait pas. Alors, Interpol ne le sait pas. Pourquoi ils ne le savent pas? S'ils ne le savent pas, quel est à quoi ils servent? Franchement. Alors qu'il est en liberté provisoire en Espagne, Montes ne se présente pas à son procès. Il est en fuite. L'année 2000 passe. Il devient le suspect numéro 1. Mais l'homme reste insaisissable. Il change de pays, traverse les frontières, alors même qu'il est recherché. Arce Montes, manifestement, donc, poussé par les investigations, par la traque de l'auteur, parce qu'on ne le traque pas lui, mais on traque l'auteur. Et par conséquent, donc, très rapidement, donc, il quitte la France, il rejoint la Grande-Bretagne, il va quitter la Grande-Bretagne, il va se retrouver en Espagne. Et donc, sans que la pression de l'affaire ou de l'enquête Dickinson le poursuive, comme il est un peu en marge, donc il va très rapidement, donc finalement, repartir sur les États-Unis. Début 2001, l'enquête n'avance plus. Quand la chance va enfin sourire aux enquêteurs, grâce à un coup de pouce de la presse. Depuis 5 ans, les journaux britanniques relatent les déboires et les rebondissements de l'enquête Dickinson. Un dernier article paraît le 2 avril 2001 dans le Sunday Times. Et cette fois, contrairement à la règle qui consiste à ne jamais dévoiler le nom d'une personne soupçonnée de meurtre, les journalistes britanniques bien informés lâchent le nom du suspect, Francisco Arce Montes. L'effet est immédiat et plutôt surprenant, car l'information qui manquait tant aux enquêteurs français arrive des États-Unis. Un policier américain du service de l'immigration de l'aéroport de Détroit tombe par hasard sur le journal et va lire très attentivement l'article du Sunday Times. Je passais à côté du comptoir de British Airways. J'ai pris un journal. C'était le Sunday Times de Londres. J'ai vu qu'il y avait un article sur le meurtre de Caroline Dickinson. Je pensais qu'ils avaient arrêté le suspect. Ils donnaient un nom dans l'article. Francisco Arce Montes. Il disait qu'il avait 50 ans. Alors, j'ai tapé ce nom sur mon ordinateur pour voir s'il était passé par les États-Unis, parce que c'est mon job. La première chose que j'ai faite était de savoir s'il était toujours aux États-Unis. La seconde chose, c'était de savoir s'il pouvait représenter une menace pour les citoyens américains ou pour les touristes étrangers. Donc, pour nous, l'important était de savoir s'il était encore sur le territoire américain. À ce moment-là, nous ne le savions pas. Nous ne savions pas non plus qu'il avait été arrêté. Après avoir fait des demandes partout, j'ai alors reçu des informations de la police de Miami. J'ai reçu 3 rapports différents. Le premier daté d'octobre 1999. Il concerne une simple intrusion dans une auberge de jeunesse. Et là, on peut lire
Francisco Montes, né le 14 mars 1950. Et on peut voir ici qu'il est sans domicile fixe. Il n'y avait pas d'autres informations sur celui-là, juste une description physique et les charges retenues. Nous avons reçu 2 autres rapports. Un daté du 15 mars 2001. Là, il est inscrit Francisco Arce, né le 15 mars 1951. Alors, quand vous comparez les 2 rapports, vous vous dites qu'il y a une possibilité pour que ce soit 2 individus différents. Ce qui m'a alerté, c'est quand la gendarmerie française m'a dit qu'il était né dans la région des Asturies, en Espagne. Et sur ce rapport, il est bien noté « Asturies, en Espagne ». Alors je me suis dit, c'est notre homme. Et puis, il est noté sur ce 3e rapport, il est dit qu'il partageait une chambre de l'auberge de jeunesse avec 2 autres jeunes femmes, et lorsque l'une d'elles s'est réveillée, elle a vu qu'il y avait du sperme sur ses vêtements. La chose la plus intéressante, ce sont les dates. 14 mars 2001. Il s'était passé très peu de temps entre tous ces faits. On s'est dit qu'il était peut-être toujours en prison, et nous avons vu qu'il était toujours en prison. Montes en prison aux États-Unis pour attentat à la pudeur, les Américains réussissent à prélever son ADN, un peu de salive laissée sur un verre. Ils en envoient un échantillon en France. Tous les indices désignent aujourd'hui Francisco Arce Montes comme le suspect numéro 1 dans l'affaire Caroline Dickinson. Cet Espagnol de 50 ans, recherché depuis 4 ans par les autorités françaises, est incarcéré depuis 1 mois aux États-Unis. Cet homme est simplement un suspect parmi les 48 autres qui sont recherchés. Il ne faut pas se focaliser sur lui, car ce n'est peut-être pas le coupable. L'attente aura duré moins d'1 journée. Une journée décisive au terme de 5 années d'enquête. Hier soir, vers 22 h, le parquet de Rennes livre les conclusions des expertises génétiques. L'analyse qui vient d'être pratiquée révèle qu'il existe des similitudes très importantes avec l'empreinte relevée à Pleine Fougère. Les analyses d'ADN pratiquées par ce laboratoire de la police scientifique de Paris ont relevé 16 marqueurs identiques, alors que 7 suffisent à établir une certitude devant les tribunaux. La famille Dickinson est prudente, elle n'a jamais renoncé à retrouver le meurtrier de Caroline. Je voudrais remercier les médias de ne pas avoir oublié Caroline pendant ces 5 années. La couverture médiatique qui a accompagné ce drame me semble avoir permis ce dénouement. Nous hésitions à publier le nom d'un suspect, mais dans ce cas-là, nous espérions que quelqu'un reconnaîtrait cet homme, mais nous ne pensions pas que cela viendrait des États-Unis. Je voudrais remercier M. Dickinson de ne pas avoir gardé le secret sur le nom du meurtrier de leur fille et d'en avoir parlé à la presse. La presse a joué un rôle important dans cette affaire. Le London Times, le Sunday Times en ont parlé à chaque anniversaire du meurtre. Et si M. Dickinson n'avait pas persévéré et n'avait pas communiqué, il est probable que nous serions encore aujourd'hui à chercher le criminel. Aux États-Unis, Montes allait être condamné pour attentat à la pudeur. Mais pour permettre son extradition rapide vers la France, la Cour de justice de Miami décide alors d'abandonner les charges qui pèsent contre lui. Moi, je considère que j'ai fait un travail d'amateur et de bricoleur. J'ai bricolé avec des outils qui n'existaient pas. Je n'avais pas de fichier ADN. On avait utilisé des méthodes qui étaient nouvelles. Donc, on s'est inspiré de ce qu'avaient fait les Anglais, mais ce n'était pas du tout institutionnel chez nous. Ce n'est pas du tout dans la mentalité des enquêtes à l'époque. Donc, quand je dis amateurisme, oui, une certaine dose d'improvisation avec les moyens du bord. Pour finir, je voudrais dire que 3 choses ont été déterminantes dans cette affaire. Premièrement, les données informatiques. Deuxièmement, la coopération entre les polices et la communication.
Individuellement, chacun de ces 3 éléments est important. Mais c'est la réunion des 3 qui permettra à l'avenir de résoudre rapidement ce genre d'affaires. Je pense que les polices, que ce soit au niveau international ou local, doivent travailler ensemble et échanger leurs informations pour créer un fichier international. J'aimerais personnellement que cela arrive. Je pense que c'est la prochaine grande étape. Regardez, vous avez une victime anglaise, un auteur espagnol, une agression en France et une interpellation aux États-Unis. Alors, ça prouve bien qu'il faudrait aussi apprendre à tous à ce qu'on travaille ensemble. Charges in Miami pursuant to certain paperwork from the federal government being taken by the United States Marshals to the airport to Le 20 novembre 2001, Francisco Arce Montes est extradé en France sous bonne escorte. À son arrivée, à peine sorti de l'avion, il est mis en examen pour le viol et le meurtre de Caroline Dickinson. Transféré à Rennes le jour même, il est immédiatement placé en détention provisoire. Cet homme que nous traquions depuis si longtemps était enfin là, et j'ai su avec d'une certitude aveuglante, j'ai su que nous n'étions pas au bout de nos peines. Durant 3 ans, régulièrement, Montes va arpenter les couloirs du palais de justice de Rennes. Des dizaines d'auditions pour comprendre ce qui s'est passé et pourquoi. Mais Montes ne se livre pas à ses juges. J'étais là, il était là avec son avocat, et je me rappelle très bien les regards appuyés et ouvertement hostiles d'Arce Montes, qui me connaissait par la télévision. Et les regards, ça j'en ai le souvenir très précis, les regards d'Arce Montes vers moi, c'était des regards d'intense hostilité. J'étais presque plus paradoxalement l'homme à abattre que les enquêteurs. J'étais un petit peu l'âme du complot contre lui. Il faudra attendre 2003 pour que Montes parle enfin. Oui, il était bien présent dans la chambre de Caroline le soir du meurtre. Il avouera le viol, mais refusera l'inculpation d'homicide volontaire. « Je n'avais pas l'intention de tuer, j'ai dérapé », dira-t-il. « J'ai honte. » La première fois que je rencontre M. Arce Montes, j'ai en face de moi quelqu'un de profondément immature, avec des préoccupations qui sont, de prime abord, totalement dépourvues d'intérêt. Un discours un peu fleuve, faisant un petit peu abstraction de son interlocuteur, du cadre dans lequel on intervient, mais préoccupé par des détails. Des détails qui apparaissent en tout cas comme des détails, c'est-à-dire des éléments qui sont propres à sa vie carcérale. Par la suite, d'ailleurs, on aura la confirmation par différents éléments de rapports psychiatriques ou autres, de ce qu'en fait, il a ce qu'on appelle des TOC, des troubles obsessionnels du comportement, qui sont assez pointus. C'est quelqu'un qui va se laver les mains 50 fois par jour, qui va laver sa nourriture avant de la manger, qui va faire ce qu'on appelle des anorexies mentales. Donc quelqu'un de très troublé sur le plan psychiatrique, mais de toujours obsédé par des détails, et puis pas du tout dans le temps présent. Le 14 juin 2004, après 7 jours de débat, Francisco Arce Montes est condamné à 30 ans de prison. Au moment où M. Arce Montes apprend la peine, on n'a pas de réaction de sa part. C'est pas qu'il ne manifeste pas d'émotion, parce que pour lui, quelque chose qui est très important, c'est qu'il a malheureusement été déclaré coupable du chef de meurtre. C'est-à-dire que la justice a considéré qu'il avait vraiment voulu donner la mort. Ça, par contre, ça, il le retient, il ne peut pas l'accepter. Francisco Arce Montes fera appel du jugement. En juin 2005, la Cour d'appel de Saint-Brieuc confirmera le verdict de Rennes. 30 ans de prison
assortie d'une peine de sûreté de 20 ans.